Donc, je vais très rapidement introduire la session, présenter les deux personnes pour l'instant et peut-être une troisième qui nous rejoindra, qui sont dans la salle. L'idée de cette session, donc intitulée Sciences et médias informés sans déformer, c'est quand même de beaucoup interagir avec vous, de ne pas faire un exposé d'1 heure. Et puis, voilà. Donc je vais faire une petite introduction de 3 minutes, présenter Franck et puis me présenter rapidement. Et puis lister un certain nombre de questions qu'on débattra avec vous. Alors, très rapidement, Sciences et médias, c'est un sujet... j'allais dire un peu tarte à la crème, où il y a pas mal d'idées reçues sur les sciences et les médias. On a parfois cette idée reçue d'un monde un peu idéal, où on aurait d'un côté des chercheurs qui feraient parler la nature, qui établiraient des faits, qui constitueraient des théories qui se consolideraient selon ce qu'on connaît tous, une méthode scientifique idéale, qui donnerait finalement un consensus sur un certain nombre de sujets. Ces sujets faisant objet de consensus alimenteraient une décision politique qui elle-même s'appuierait bien sûr sur la connaissance scientifique, mais sur des tas d'autres considérations économiques, sociales, politiques, etc. Et dans ce monde idéal, qui, vous l'avez compris, n'est pas tout à fait celui dans lequel on vit, les médias joueraient un rôle d'information non partisane, mélange de vulgarisation scientifique et d'analyse des impacts pour la société des différentes questions mettant en jeu la science. Mais effectivement, le monde dans lequel nous vivons n'est pas idéal. Pour donner juste quelques éléments, on a des grands médias, entre guillemets, qui se font parfois relais de la désinformation. On a des experts scientifiques qui utilisent parfois leur proposition de scientifiques pour promouvoir une idéologie, un point de vue politique auprès des médias, mélangeant finalement les différents registres. Et puis, du côté de la science, les mauvaises pratiques en science sont une réalité. Pour ceux qui étaient ce matin à la session sur le choléra en Haïti, on a décortiqué un exemple sur le sujet. Donc les questions sont nombreuses, qu'on ne va probablement pas tout aborder aujourd'hui. Comment les médias devraient-ils se comporter pour informer sans désinformer ? Est-il vrai finalement que les médias ne s'intéressent qu'au sensationnalisme ? Et finalement, est-ce un problème ? Est-ce qu'on peut faire de l'information sans avoir un petit peu d'émotion et de sensationnalisme ? Est-ce que c'est vrai que mettre en avant des résultats sensationnels vus des scientifiques serait un moyen d'attirer les financements ? C'est-à-dire que les scientifiques seraient un peu complices finalement de cette histoire-là parce qu'ils attirent l'attention sur eux-mêmes, leur renommée. Manquerait-on de journalistes scientifiques ? Le journaliste scientifique serait-il la réponse à ces problèmes ? Voilà, donc les questions sont innombrables. Pour introduire ce débat, j'ai envie de vous donner le résultat d'une étude. Alors, c'est une étude. On verra que, voilà, une étude dit que, faut prendre du recul, mais une étude menée, dont les résultats ont été rapportés en 2017, concluait sur ces éléments. Les journalistes couvrent préférentiellement les résultats initiaux, bien qu'ils soient souvent contredits par les méta-analyses, et informent rarement le public lorsqu'ils sont infirmés. Et donc, ce qu'on avait dans les résultats de l'étude, la moitié, alors ils avaient pris un domaine, ils n'avaient pas pris toutes les sciences en général, mais enfin, je pense que les leçons qui sont tirées de cette analyse sont probablement généralisables. La moitié des études scientifiques relayées par les médias seront réfutées un jour. Et c'est ce qu'ils ont constaté sur leur corpus. Donc pensez régulièrement dans les médias, une nouvelle étude dit que, et puis vous mettez ce que vous voulez derrière. Le dit que, en général, attire l'attention. Et bon, la moitié de ces études, qui peuvent être des études tout à fait sérieuses, on y reviendra, vont finalement vont être infirmées par la suite. Les études dont les résultats sont négatifs ne sont jamais mentionnés dans les journaux. Une étude au résultat négatif, c'est j'ai voulu montrer la toxicité de tel truc, et puis non, il n'y a pas. C'est un résultat finalement qui ne correspond pas à ce qu'on espérait montrer. Sur les 306 méta-analyses qui ont été passées au crible dans l'étude en question, seules 5 ont fait l'objet d'un article de presse. Et je rajouterais que l'état des connaissances est rarement restitué quand un article de presse couvre un sujet donné. Alors, ce n'est pas vrai sur tous les sujets, mais on peut en donner des tas d'exemples où on retrouve ça. Donc voilà, mis en vrac un petit peu les termes de la discussion. Donc c'est une discussion. Franck et moi, on donnera des choses, mais on répondra à vos questions et puis on vous laissera vous exprimer. Pour présenter donc Franck Ramu, donc tu es directeur de recherche au CNRS, tu diriges l'équipe développement cognitif et pathologie du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'École normale supérieure de Paris. Qu'est-ce qu'on peut rajouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui te... Point trop d'infos. Point trop d'infos, mais il y en a trop si vous voulez creuser.
Et moi-même, donc, je suis ingénieur et par ailleurs rédacteur en chef de cette revue, Sciences et Pseudosciences, vous avez le stand là-bas, qui est la revue éditée par l'Association française pour l'information scientifique. Voilà. Donc, j'ai quelques questions, mais après, on s'appuiera sur vous, on vous sollicitera. Donc, la question... Je vais poser un peu à Franck, et puis je me la poserai éventuellement à moi. On a évoqué, donc, quand on parle de l'information sans désinformer, vu des journalistes, est-ce qu'on a des exemples de ratage médiatique? Est-ce qu'on peut essayer d'en citer un certain nombre pour fixer les idées de ceux dont on parle, Franck? Oui, je peux en citer un paquet, en fait. Sans doute le plus grand ratage médiatique qu'on ait eu ces dernières années, c'est sans doute l'affaire Serralini, mais ça, c'est peut-être toi qui en parleras le mieux. Moi, je vais peut-être plus parler des sujets que je connais. Donc, moi, je suis chercheur en sciences cognitives, donc psychologie, neurosciences, éducation. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est peut-être encore plus affecté par la diffusion de fausses informations dans les médias que des secteurs scientifiques plus durs, entre guillemets, la physique, la chimie, etc. Et dans mon domaine, je trouve que c'est assez catastrophique. Donc, dans la couverture médiatique de la psychologie, il y a d'une part le problème de la psychanalyse, quand même, qui est on en a parlé dans la table ronde précédente avec Jacques Van Drillard, mais c'est le fait que les médias mettent constamment en avant la psychanalyse dès qu'on parle de psychologie, c'est une déformation considérable de l'état des connaissances scientifiques mondiales en psychologie. Donc ça déjà, ça pose un problème particulier. Après, pour donner des cas particuliers de ratage qui m'ont concerné personnellement ces dernières années, il y a la représentation des particularités des personnes à haut QI, haut quotient intellectuel, au niveau d'intelligence. C'était le sujet de la conférence ce matin. Puisque les médias n'arrêtent pas de diffuser des fausses informations sur les personnes à haut QI en disant qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des troubles des apprentissages, des troubles mentaux, des difficultés scolaires, etc. Alors que quand on regarde les études épidémiologiques, à chaque fois on trouve que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais pourquoi est-ce que les médias disent toutes ces bêtises là, sur ce sujet? Bon, on en a déjà discuté dans la conférence de ce matin, mais donc ça, pour moi, c'est un cas de ratage énorme et qui ne cesse pas malgré les contradictions factuelles qu'on n'arrête pas d'apporter. Un autre ratage considérable que j'ai vu ces dernières années, c'est l'histoire de l'exposition des enfants aux écrans et de l'impact que ça a sur leur développement cognitif et sur leur santé mentale, qui est un sujet plus nuancé, parce que les écrans ont des effets sur le développement des enfants et ils ne sont pas que positifs et ils ne sont pas que négatifs. Donc, on est moins dans la fausse nouvelle, mais il y a quand même beaucoup de fausses nouvelles qui sont diffusées sur le sujet et qui déforment beaucoup l'état des connaissances scientifiques. Et là, c'est pareil, les médias peinent beaucoup à restituer correctement l'état des connaissances scientifiques. Bon, voilà, pour donner juste 3 exemples. Bon, moi, je vais illustrer avec d'autres exemples, mais je laisserai la parole après. Il y a peut-être d'autres exemples que vous voudrez mettre sur la table, ne serait-ce que pour les discuter. Moi, j'en mettrai un que j'ai beaucoup creusé à travers des articles dans Sciences et Pseudosciences. Et puis, il y a demain, avec le professeur Eric Combe, une session sur la maladie de Lyme, qui est un autre exemple. Alors, je ne sais pas si le terme ratage médiatique est, un bon exemple, un bon terme, parce qu'il n'y a peut-être pas de ratage. C'est une manière dont les journaux traitent une information qui est assumée en général. Alors sur la maladie de Lyme, ce qui est intéressant, parce que c'est récurrent, je suis de presse d'actualité, le biais systématique qu'on retrouve, c'est un appel très fort au témoignage, quelque chose d'émouvant. Un tel atteint de la maladie de Lyme sans qu'on définisse exactement ce dont on parle. Toute la controverse, elle est là-dessus. Donc une grande part sur l'émotion, mais jamais n'est rapportée la connaissance scientifique qui existe et qui fait consensus là-dessus. Quand on fait référence à une connaissance scientifique, c'est entre guillemets une connaissance scientifique, c'est un professeur dissident. Dans le cas de la maladie de Lyme, c'est le professeur Perron, souvent qui est mis en avant. Mais ça se résume à ça. Et toutes les tentatives qu'on a pu avoir, on a déjà écrit à des journaux, etc.,
c'est lettre morte. Les journalistes ne nous répondent jamais. Donc c'est une manière, souvent, que je remarque, on pourrait donner des tas d'exemples. Je vais donner un ou deux autres exemples qui sont un peu plus complexes, mais c'est l'absence de rappel de ce qu'est le consensus scientifique qu'il y a. L'autre exemple que je peux donner, tu as évoqué l'affaire Serralini, mais derrière, c'est l'affaire du glyphosate, sujet plus compliqué, mais en règle générale, vous allez avoir beaucoup d'informations qui sont données sur la question du glyphosate, sur les risques du glyphosate, mais ne vont pas être rappelés, ou de manière très très sélective, ce que disent les agences sanitaires qui évaluent le risque sur le glyphosate. Donc on va avoir le témoignage d'un un tel qui dit que... Donc voilà, le témoignage, on y reviendra tout à l'heure, est-ce que ça a une valeur, pas une valeur, c'est une autre question. Mais de dire ce que le consensus des agences sanitaires qui évaluent le risque n'est pas évoqué, ou dans le meilleur des cas, on va invoquer, et ce qui est un sujet un petit peu plus compliqué, c'est l'avis d'une agence qui évalue le danger, savoir celle du Centre de recherche sur le cancer de l'OMS, qui a jugé le glyphosate comme un cancérigène probable, sans d'ailleurs expliquer ce que veut dire danger versus risque, ni expliquer ce que veut dire cancérigène probable. Et donc, les gens restent au terme cancérigène probable. Bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, il y a eu, on pourrait la décortiquer aussi, l'affaire Serralini. Tout le monde est au courant de ce que c'est ou pas? Qui ne connaît pas l'affaire Serralini? Donc, voilà, on pourrait peut-être, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est donc un scientifique connu d'ailleurs par ailleurs, mais c'est son droit, comme étant opposé aux OGM, qui a publié un article dans une revue prétendant montrer sur des rats que les OGM avec ou sans Roundup, c'est-à-dire une formule du glyphosate, développaient des tumeurs chez les rats versus un groupe témoin. Cette étude a fait tout l'objet d'une préparation médiatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un embargo qui a été fait dessus, une exclusivité qui a été donnée aux journaux qui acceptaient les termes de l'embargo, à savoir le seul qui l'a accepté, c'était le Nouvel Observateur, qui a fait le gros titre sur les OGM sont des poisons le jour même où l'étude scientifique sortait. Et la contrainte qui était donnée sur cette condition pour avoir accès aux informations, c'était que le journal s'interdise de le soumettre à quiconque en dehors de son cercle de journalistes, donc en particulier ne puisse pas soumettre cet article-là aux pairs scientifiques qui pourraient dire voilà ce que j'en pense. Donc cet article a été publié, ça a fait, ça a été accompagné d'un battage médiatique avec grand titre des journaux, repris par toute la presse parce qu'il n'y avait pas d'autres informations. Et donc le regard critique sur cet article a forcément mis du temps parce qu'il fallait tout simplement lire l'article. À partir de là, on peut dire que la quasi-unanimité de la communauté scientifique, à travers les académies, à travers des tas d'institutions, on dit que non, le papier ne prouvait rien, à tel point d'ailleurs que la revue qu'il a publiée l'a dépubliée en disant que les données étaient inconclusives, c'est-à-dire qu'on pouvait retirer strictement aucune conclusion. Et pour quiconque regardait les chiffres, on est sur des petits groupes de rats où vous avez 10 rats qui, pendant 2 ans, sont examinés, où on les nourrit sans OGM, sans glyphosate. Des rats mâles et des rats femelles qu'on nourrit à différentes doses, donc des groupes de 10 chacun. Et puis quand vous regardez les mortalités sur ces rats, il n'y a rien de probant, voire pas plus. C'est-à-dire qu'on augmente la dose, des fois il y a moins de cancer, des fois il y en a plus. Pour des rats, des espèces de rats qui de toute manière développent spontanément des cancers sur les 2 ans. Donc c'est absolument inconclusif, mais ça fait le battage et ça a été très loin dans la mesure où c'est une étude qui a inondé l'espace médiatique, qui a renforcé les moratoires qui ont pu être décidés. Et là, je ne porte pas de jugement s'ils étaient légitimes ou pas pour d'autres raisons, mais ça joue un rôle. Et où il aura fallu 3 études au niveau européen avec des millions d'euros à la clé pour montrer que l'étude en question ne collait strictement pas. Donc ça, c'est un exemple de comment les médias ont relayé, notamment un média particulier, mais ça a été repris largement par la presse. Et puis, je donnerai un dernier exemple qui est un autre genre de... c'est pas du tout un ratage médiatique, c'est plus compliqué. Et il y a dans la salle des gens qui connaissent bien le sujet. J'avais évoqué finalement le terrain de ce que dit la science et de ce que, relève de la décision politique. Et là, donc le terme ratage n'est pas du tout approprié, mais c'est la question du réchauffement climatique et du GIEC, où très souvent, on a du mal à faire la part des choses entre ce que dit le GIEC sur le climat, les causes, les conséquences, etc., et les mesures qu'il faudrait prendre.
Et ça fait partie aussi, je pense, dans un certain nombre d'exemples, de confusion où ce qu'est relève du champ de la science sur ce qu'elle dit et du champ, finalement, de la société, de ce qu'on doit faire. Et des fois, on a envie de faire dire beaucoup plus à la science ce qu'elle dit réellement. Voilà des exemples. Je propose, j'ai 5-6 questions, mais plutôt que de les balayer tous avec Franck, faire réagir, intervenir, poser des questions, ou Franck, si tu veux en rajouter, ou quelqu'un dans la salle. Voilà. Donc, levez le doigt, si vous voulez parler. Voilà. Et parlez assez fort, parce que nous, on a le micro, mais... Mais est-ce que la communauté scientifique, qui est faite de plein d'individus, elle n'a pas un petit peu son rôle aussi à jouer pour nous dire quels sont les scientifiques qui ont véritablement droit au chapitre dès lors qu'ils émettent surtout des messages sanitaires en fait vis-à-vis du public. Bon, on va reprendre un peu toutes ces questions. Franck, déjà, le bon expert, comme tu passes de temps en temps à la télévision comme expert. Oui. Bah, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y avait une question que tu voulais soulever qui était la précédente. Est-ce qu'il faut être journaliste scientifique finalement pour couvrir tous ces sujets ? Et c'est vrai que les journalistes scientifiques, en principe, ils couvrent des sujets scientifiques, ils ont une formation ad hoc. Et en principe, ils savent comment identifier les bons experts d'un sujet scientifique. Ils savent ce qui établit la crédibilité d'un chercheur. S'ils couvrent un sujet en physique, par exemple, ils savent qu'il faut aller chercher des gens qui ont publié des travaux dans des revues internationales de physique. Et ils savent que les Bogdanov, ils n'ont rien publié de valable et que ce n'est pas la peine d'aller les interroger. Donc dans les sujets de sciences les plus durs, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais il y a relativement peu d'ambiguïté. Les problèmes arrivent beaucoup plus quand on approche des sciences sociales, de la psychologie, de l'éducation, qui sont en fait des sujets qui sont tout aussi scientifiques, sur lesquels il y a des milliers d'études aussi, mais ils sont couverts dans les médias par des journalistes non scientifiques, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui établit un expert sur un sujet donné. Donc l'idée qu'il faut aller chercher quelqu'un qui a publié des travaux scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture, par exemple, dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la psychologie, ils n'en ont pas la moindre idée. Du coup, n'importe qui passe, qui a écrit un bouquin sur le sujet ou qui est déjà passé à la télé, est un expert à leurs yeux. Donc voilà, pour moi, il me semble qu'il y a tout un ensemble de disciplines scientifiques sur lesquelles il y a une carence totale de formation des journalistes qui traitent ces sujets, parce que ce n'est pas des journalistes scientifiques, et du coup une incapacité totale à identifier les experts. Et donc je me rends compte qu'au passage, j'ai donné ma définition de ce que c'est qu'un expert scientifique, et effectivement, le problème c'est que il n'y a aucune recette magique qui va vous permettre d'identifier la personne qui est compétente sur un sujet. Ce que vous voulez, vous vous posez une question sur n'importe quel sujet scientifique, vous avez envie de pouvoir interroger la personne qui a dans sa tête toute la connaissance qui est pertinente sur ce sujet, qui connaît toutes les études, qui connaît l'état du consensus scientifique, qui connaît les dernières études et qui a suffisamment de recul critique pour savoir quoi en penser, est-ce que c'est de la bonne méthode ou pas de la bonne méthode, etc. Comment est-ce qu'on arrive à identifier une personne comme ça? Il n'y a pas de recette magique, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient être compétents et avoir lu toutes les études scientifiques. Bon, et donc, en fait, on en est réduit à des heuristiques, finalement. On se dit que les gens qui ont le plus de chances d'avoir accès à toutes ces connaissances, c'est les gens qui les produisent eux-mêmes, donc les chercheurs. Quand on est chercheur, on produit de la connaissance nouvelle, donc on se situe à la frontière de la connaissance. Donc en principe, on doit déjà dominer celles qui sont déjà acquises. Donc on a envie de s'adresser à des chercheurs. Évidemment, autant que possible, des chercheurs qui ne sont pas juste autoproclamés, mais qui ont été certifiés, tamponnés par des autorités indépendantes. Donc on va chercher les titres universitaires, etc. Donc évidemment, on en arrive au problème de l'argument d'autorité. Est-ce que les titres suffisent à établir une expertise? Non, mais on voit bien que d'un point de vue heuristique, ça va marcher.
Donc on cherche des gens qui ont une position universitaire, qui ont publié des travaux scientifiques internationaux dans ce domaine, sur le sujet le plus précis possible. Et puis après, après, ça peut marcher, comme des fois ça peut ne pas marcher. Effectivement, on fait ce qu'on fait quand on utilise ces critères-là, on réduit le risque de tomber sur un incompétent qui va parler, soit qui ne connaît pas le sujet, soit qui va parler à côté de son domaine d'expertise, parce que bon, les gens très compétents mais qui parlent à côté de leur domaine d'expertise, ils ne valent pas mieux que n'importe quel citoyen, évidemment. On réduit le risque de tomber sur des gens qui sont incompétents, mais on ne le réduit pas non plus complètement à zéro. Donc effectivement, le cas Raoult, c'est un cas d'exemple où lui, il coche toutes les cases, il a tous les titres, il est tout au sommet de la pyramide, il a plus de publications internationales que tous les autres, et malgré tout, il dit n'importe quoi sur certains sujets. Et ça, personne ne pouvait le prévoir à l'avance. C'était très difficile. Donc on peut tomber dans des pièges même quand on a tous les bons critères. Je vais rebondir. Voilà, effectivement, des connaisseurs le savaient, oui, on est d'accord. Et encore. Enfin bon, ça sera une discussion. Je pourrais raconter. J'ai publié du Didier Raoult là-dedans. C'était il y a 3 ans sur les tests sur la maladie de Lyme. Il m'a été quand même recommandé par tous les spécialistes en infectiologie. Mais enfin, on pourrait raconter. Mais je pense que ce que dit... Il n'a pas dit que des conneries, hein, aussi. Absolument. Absolument. moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis... pour apporter, bon, c'est aussi l'objet, une nuance là-dessus. Je ne sais pas si la question serait entre les sujets durement scientifiques, j'ai envie de dire, et les sujets sociologiques, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'on parle vraiment d'une connaissance scientifique et quand est-ce qu'on parle des impacts de la connaissance scientifique sur la société. Et je pense que c'est là où se situe la frontière. C'est-à-dire qu'on va avoir des tas de sujets qui sont des sujets de science, entre guillemets, un peu durs, où on demande à l'expert qui connaît peut-être telle ou telle partie du sujet de dire ce qu'il en pense pour la société. Et c'est ça tout le problème. C'est que, je pense qu'on pourrait le prendre dans le domaine du climat comme dans n'importe quel domaine, on peut tout à fait avoir quelqu'un qui est très compétent en glaciologie, etc., et qui va avoir ses idées sur faut-il du nucléaire, pas du nucléaire, des énergies renouvelables ou pas d'énergies renouvelables, et qui va dire je pense qu'il faut ceci ou cela, alors que son domaine de compétence c'est la glaciologie, et là il sort finalement de son domaine, mais vu du grand public, c'est un climatologue, et forcément le climatologue est porteur de la compréhension du phénomène, mais aussi de toutes les solutions. Or, de toute évidence, sur ce domaine, je pourrais prendre des tas d'exemples, les solutions ne sont pas que scientifiques, elles relèvent de la politique, de l'économie. Et je crois que c'est ça qui va finalement être important, c'est de comprendre que ce n'est pas, même si l'expert en question peut être très compétent sur son sujet, par exemple l'impact de telle molécule sur le cerveau, etc., il n'est peut-être pas compétent pour en tirer des conclusions sur quel type d'agriculture il faut, est-ce qu'il faut du bio, pas du bio. Et je crois que cette séparation-là, elle n'est pas toujours faite dans la presse. Deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, c'est effectivement, alors il faudra définir ce qu'on appelle journaliste scientifique, mais pour l'avoir observé, bon nombre de journalistes qui ne sont pas scientifiques font du très bon travail de journaliste quand ils abordent des questions scientifiques. Je pourrais donner des tas d'exemples. Simplement, ils ont compris ce que tu disais, ce qu'est la méthode scientifique. Et puis, j'ai des contre-exemples de journalistes qui ont la formation journaliste scientifique, qui tiennent des rubriques parfois dans des grands journaux en lien avec la science, et qui tombent dans tous les travers, je ne sais pas s'ils le font consciemment ou pas, mais peu importe, qui est de sélectionner de manière biaisée une étude, de faire tirer des conclusions générales à quelque chose qui ne porte pas ça. Donc la question pour moi, ça ne serait pas tellement d'opposer le journaliste scientifique au journaliste court, c'est de dire que c'est le b.a.-ba du journalisme que de comprendre le domaine, enfin la méthode du domaine qui est sous-jacent et de se renseigner auprès de ce qui peut faire une boussole pour le savoir. Donc il faut comprendre aussi la méthode scientifique, ça je suis d'accord. Donc voilà, ça, je dirais quand même que pour beaucoup, l'enjeu est déjà de réaliser que le sujet qu'ils abordent est de nature scientifique. Parce que dans plein de domaines de société, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des politiques sociales, etc., bon, c'est dans les pages société des journaux. Les journalistes qui couvrent ça n'ont pas du tout le sentiment de couvrir un sujet scientifique. Oui. Or, il y a des milliers d'études sur le sujet qui pourraient être consultées par des gens qui savent les lire. Mais c'est totalement hors champ, finalement. Je crois qu'il y a Laurent qui voulait apporter une précision. Du coup, ça m'évoque aussi le fait que est-ce que les médias devraient autant parler des sujets aussi débattus au sein même des scientifiques, finalement. Parce que
c'est un peu ça le biais des médias, c'est toujours parler de la dernière étude qui est sortie, qui est effectivement forcément débattue par les scientifiques et qui risque d'être contredite la semaine suivante. Est-ce que c'est de ça qu'on devrait parler? Est-ce que les médias ne devraient pas faire plus l'effort de parler surtout de ce qui fait consensus scientifique, auquel cas que ça soit vous ou votre collègue ailleurs, peu importe. Parce que finalement, c'est de ça qu'ont besoin les citoyens, c'est de connaître le consensus scientifique sur des grands sujets. Et finalement, les petites batailles d'experts de la dernière étude, ça, à part faire du buzz, ça n'a strictement aucun intérêt pour le grand public. François-Marie, et j'ai vu 2 doigts se lever. Mais il faudrait... Attendez, je propose quand même... j'ai vu, il y a 4-5 personnes, donc je vais te donner la parole. Juste avant, je vais rebondir sur le mot consensus, parce que ça a été posé. Dire que, attention, le consensus, c'est d'une part pas l'unanimité, ni la certitude. Ça, c'est important. Le consensus, il peut y avoir un consensus pour dire on ne sait pas, ou il peut y avoir un consensus pour dire on n'est pas d'accord. Et si j'ai bien lu les rapports du GIEC, c'est qu'on essaye de graduer dans ces 2 dimensions à chaque fois pour dire le degré de confiance qu'on a dans une conclusion et éventuellement le degré de désaccord qu'il peut y avoir. Et je crois que ces 2 dimensions, quand on parle d'un consensus, souvent les gens disent consensus, ça veut dire c'est plus de la science, c'est l'unanimité, c'est la majorité, c'est le vote. Non, consensus, c'est pas l'unanimité, c'est pas non plus une certitude. Il peut y avoir consensus sur on ne sait pas. Oui, enfin, moi, parce que je l'ai constaté aussi, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, il y aurait un rôle idéal que pourraient jouer les services de communication des grandes institutions, c'est de savoir bien vulgariser la science, etc. Ce qu'on a vu aussi, j'ai des tas d'exemples, on en a décrit dans des articles, c'est que les services de communication vont rajouter une couche sur la médiatisation et le sensationnel. C'est-à-dire que, pour caricaturer, il y avait eu un dessin très drôle qui avait été fait, mais en gros, une étude dit que sous condition A, B, machin, c'est le rat, peut-être que ceci, cela. Le service de com va dire peut-être qu'il y a ça, on oublie les conditions, et puis toute la chaîne de transmission se fait à la fin, et j'ai un exemple qu'on avait décrit, une loi déposée à l'Assemblée pour nous protéger d'eux, etc. Donc le service de com, il faut qu'il soit vraiment disposé là-dedans. Or malheureusement, il y a aussi ce côté sensationnel qui peut toucher aussi les chercheurs et les services de communication. Alors sur ce qui a été dit, moi je voudrais revenir sur la question du consensus. Parce que c'est une question importante quand on dit qu'il faut rendre compte du consensus. Donc ça a été dit un peu ici, c'est quand même quelque chose de compliqué de savoir d'abord comment on le détermine. Une fois qu'on a dit certes, c'est pas l'unanimité, certes, c'est pas une certitude sur un sujet. Je crois qu'aussi il faut savoir quand est-ce que c'est important de faire référence à un consensus. Quand il s'agit d'un débat strictement interne à la communauté scientifique, le consensus a finalement peu de valeur. Tout scientifique rêve de rompre le consensus et de sortir l'étude qui a montré que la théorie qui était là, elle était invalide et que le consensus était faux. Et là-dessus, ça joue sur le terrain de la science, sur les publications, sur les reproductions. Là où le consensus, pour moi, commence à prendre une valeur importante, c'est dans la société. C'est-à-dire quand il s'agit de prendre une décision, soit une décision collective, soit une décision individuelle à titre personnel, je me fais vacciner, pas vacciner, ou à titre collectif, je décide ceci ou cela. Là-dessus, la référence au consensus, c'est-à-dire à l'état de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, elle est importante. Et Franck l'a évoqué, là, du coup, le consensus prend forme. Il faut se demander comment ce consensus est élaboré. Alors, en santé publique, c'est très codifié. Il y a ce qu'on appelle la pyramide des niveaux de preuve, où on va mettre au plus bas niveau les témoignages, parce que ça vaut finalement pas grand-chose. En dessus, après une étude, enfin bon, je vais rentrer dans le détail, parce que d'abord, ce n'est pas une règle immuable. Et au sommet de la pyramide, on aura les expertises collectives, les méta-analyses. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'infaillible, mais c'est une boussole. Et c'est cette boussole-là, finalement, que les journalistes devraient avoir en tête. C'est-à-dire que quand ils vont voir une étude, première question à se demander, est-ce qu'elle confirme, finalement, tout le corpus déjà établi, ou est-ce qu'elles vont complètement à l'encontre ? Si elles vont à l'encontre, c'est vrai qu'il y a la tentation forte d'en parler parce que c'est un côté sensationnel. Enfin, le minimum qu'il faudrait faire, c'est dire voilà quand même l'état de la connaissance. Donc je pense que cette question de consensus, elle est fondamentale, mais il faut bien la définir avec subtilité parce que c'est pas voilà, quelque chose de simple. Il faut savoir que c'est une boussole, c'est pas quelque chose d'infaillible, et parce que d'abord il y a des mauvaises pratiques en science, parce que le fonctionnement normal de la science, c'est de montrer des trucs et puis de se rendre compte qu'on s'est trompé, etc., etc. Peut-être pour compléter ça, en général, mais ça n'existe pas dans tous les domaines et sur tous les sujets. La meilleure source de consensus scientifique, ce sont les expertises collectives.
C'est ce que fait l'INSERM, c'est ce que fait la Haute Autorité de Santé, c'est ce que fait l'Organisation mondiale de la santé. Donc évidemment, surtout sur les sujets de santé, mais pas uniquement. Mais voilà, dans tous les domaines où il y a tout un corpus de données et peut-être ça converge, mais il y a aussi des données discordantes, etc. La seule manière de savoir où on en est et quelle est la meilleure inférence qu'on peut faire à partir de toutes ces données qui sont peut-être en partie contradictoires, c'est de réunir autour d'une table un certain nombre d'experts très pointus du domaine qui représentent un petit peu toutes les tendances et qui ont des avis éventuellement divergents, et de les obliger entre eux à lire toute cette littérature, à se la raconter les uns les autres, à en débattre, jusqu'à faire émerger les points sur lesquels il y a vraiment consensus, ils sont d'accord qu'on peut affirmer telle chose, les points sur lesquels ils pensent que c'est probable mais on n'a pas la preuve formelle, et puis d'autres points où c'est complètement incertain, etc. Et dans les domaines où c'est disponible, là où ces expertises collectives existent, c'est sans doute quand même la meilleure source d'information pour se faire une idée de ce qu'est le consensus scientifique. Je voulais, moi, après, rajouter un point qui a été mentionné dans la discussion sur la question du témoignage et de l'émotion dans les journaux. J'ai plus complètement en tête, mais une expérience avait été faite, alors peut-être quelqu'un dans la salle saura le refaire, mais de redonner le contexte. Mais en gros, sur un journal, je crois que c'était un quotidien, ils avaient dit on va exclure le témoignage, l'émotion et rapporter de l'information brute, etc., à voir ce que ça donne. Ça n'intéressait personne. Je crois que les ventes tombaient. Enfin, il faudra retrouver l'expérience, mais je l'avais analysé à une époque. Donc le témoignage, il a quand même une nécessité pour plein de raisons. On est attiré par ça. Et je n'exclus pas, moi, il me semble, qu'un journaliste puisse mettre de l'émotion et du témoignage à une condition, qu'ils remettent ce qu'on a appelé le consensus, c'est-à-dire qu'ils remettent en contexte. Un témoignage a de la valeur s'il sert à illustrer quelque part une affirmation qui est prouvée par ailleurs. Mais si le témoignage est érigé comme preuve de nouvelle affirmation, c'est là où il y a le problème. Et si vous prenez sur le sujet que j'évoquais, la maladie de Lyme, vous avez toujours le témoignage où en disant il a été voir les médecins, personne ne savait, enfin il a été voir le professeur Perron qui lui a dit c'est la maladie de Lyme, mais maintenant il sait qu'il a la maladie de Lyme. Mais voilà, le témoignage nous amène la preuve par lui-même que c'est ça. Et je crois que ça c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter l'émotion et le témoignage dans les journaux, parce que, après, je sais pas, il faut rentrer dans le cerveau des gens pour savoir pourquoi on est attiré plus par ça que par des informations factuelles et froides. Mais une fois qu'on a dit ça, le témoignage est tout à fait valide, l'émotion est tout à fait valide, pour peu qu'on la remette en contexte et qu'elle serve à appuyer quelque chose qu'on a démontré par ailleurs. Ouais, je sais pas. Ils sont happés par ce qui est, on va dire, c'est une heuristique de disponibilité. Ils sont happés par ce qui est disponible, les livres qui sont sur les étalages. Oui, c'est peut-être un truc dont il faut parler, le fait que les médias sont inondés des nouveaux livres qui sortent tout le temps. Tous les éditeurs publient tout le temps des nouveaux bouquins sur tous les sujets et les envoient à tous les médias. Et donc, une partie du choix des sujets qui sont couverts par les médias est juste déterminé par les bouquins qui arrivent sur leur bureau et que les journalistes choisissent en fonction de leurs intérêts propres. Et ils sont naturellement, ils vont croire que la personne qui a écrit le bouquin est experte de son sujet. Et si le journaliste n'a pas une formation scientifique, il ne va pas aller plus loin. Il ne va pas penser qu'il y a peut-être des études scientifiques derrière et qu'il faudrait peut-être contacter un vrai expert pour avoir un deuxième avis, au moins sur le contenu du bouquin. Moi, de toutes les fois où j'ai été contacté par des journalistes, j'ai été invité dans des médias, etc., très souvent, l'initiative du sujet qui était couvert venait de là, de quelqu'un qui avait écrit un bouquin. Et après, une fois sur 10 ou sur 100, on pensait « Ah, mais tiens, si on invitait un expert du sujet, ah tiens, il y a Ramu, je crois, il a fait un truc. » Bon, mais c'était totalement par hasard que j'arrivais là. En fait, j'arrivais là pour vendre la soupe du copain qui avait écrit un bouquin. L'éducation de la population, bien sûr, personne ne peut être contre. Éducation des journalistes aussi, évidemment, enfin formation, ça paraît indispensable. Par ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une solution à ce problème. Je voudrais dire deux choses par rapport à la discussion. Premièrement, pour rebondir là sur finalement la mise en scène au sens pas péjoratif du terme, qu'on voit souvent dans les médias, où on va voir une personne, et des fois on est invité pour faire la contrepartie, induit chez le grand public que la vérité est quelque part au milieu. Et ça m'est arrivé des fois de refuser des débats
parce que les termes du débat n'avaient pas de sens. N'avaient pas de sens parce qu'on mettait sur un plan d'égalité, alors je ne parle même pas quand le truc était déséquilibré en termes de nombre d'interventions, des choses qui n'ont pas à être mises sur le plan d'égalité. Et un certain nombre de journalistes, parfois, et même du public, à tort, peut penser que s'il y a une controverse, c'est qu'il y a un vrai débat, que la vérité va nous être exprimée là-dedans. Comme la personne, en général, ne peut pas trancher les arguments, voilà, dans le meilleur des cas, va dire la vérité au milieu, ou dans un autre cas, va dire celui-là parle mieux ou m'a donné. Voilà, donc ça, je pense que c'est un élément qui est induit par cette fausse pluralité qui va être présentée. Après, un autre sujet qui me paraît intéressant, qu'on a évoqué, on a tendance souvent à accabler les journalistes et la presse en disant finalement ils ne rendent pas bien compte de la science en train de se faire et que voilà, si on les éduquait un peu mieux et le public un peu mieux. Je crois qu'il ne faut pas aussi se masquer. Un certain nombre de scientifiques usent et abusent de leur position pour faire passer autre chose et se servent quelque part des médias parce que c'est une manière de faire passer je dirais ce qu'ils pensent. Dit en d'autres termes, un chercheur scientifique est aussi un citoyen. Et pour revenir sur ce que tu dis tout à l'heure, c'est très difficile de faire la part des choses, mais à minima, ce qu'on pourrait attendre d'un chercheur qui intervient en tant que citoyen, c'est qu'il dise voilà ce qui fait à peu près consensus, où on n'est pas tous d'accord, enfin voilà dans mon domaine. Par ailleurs, moi, en tant que citoyen, je pense qu'il faut du nucléaire, pas de nucléaire, de l'éolien, pas de l'éolien, du bio, pas du bio, tout ce qu'on veut, mais qui disent bien ce qui relève de sa posture, de son domaine d'expertise, qui en général ne répond pas d'ailleurs à la question sociétale qui est posée, parce qu'il est beaucoup plus vaste, la question sociétale, et qui disent quand est-ce qu'ils changent de registre. Et donc, une fois qu'on a dit ça, je peux donner des tas d'exemples, mais prenons juste un qui a été mentionné. Didier Raoult s'est clairement servi de ce statut de scientifique pour faire irruption sur le terrain médiatique et jouer du terrain médiatique pour faire passer tout son propos. Alors après, pourquoi il l'a fait? C'est une autre discussion, on n'est pas dans son cerveau. Est-ce qu'il était en quête de notoriété? Est-ce que ceci, cela? Ça, c'est une autre discussion. Mais donc, il ne faut pas non plus jeter la pierre uniquement aux journalistes ou voire au public qui ne serait pas assez éduqué, mais que des scientifiques, parce que ce sont des citoyens comme vous, comme moi, et qu'on est partie prenante des débats de société, qu'on a des idées, qu'on a envie de les faire avancer, peuvent se servir, je veux dire, intentionnellement ou pas, peu importe, de leur statut pour faire passer plus que ce que leur domaine dit. Et je crois que pour ça qu'il y a une sorte de symétrie, c'est-à-dire que ce n'est pas que la faute au journalisme, me semble-t-il. Il faut que les deux coopèrent. Effectivement, il faudrait que les scientifiques s'appliquent cette discipline à eux-mêmes, de toujours préciser quel est le niveau de preuve de ce qu'ils affirment. Mais pour les aider, ça serait bien si les journalistes aussi avaient un réflexe systématique. Moi, je rêverais qu'ils aient toujours une petite carte sous la main, une espèce de pyramide des preuves sous la main, et qu'à chaque fois qu'ils interrogent un scientifique, ils leur demandent « Ok, ça se met où là sur le niveau de preuve, ce que vous me dites? Est-ce que c'est de l'anecdote, du témoignage, une opinion, ou est-ce que c'est basé sur combien d'études ?» Et c'est vrai que s'ils avaient ce réflexe de toujours se demander « Ok, ce qui est affirmé là, où est-ce que ça se situe ?» Bon, ça obligerait un petit peu les chercheurs à le dire aussi. Je suis un peu plus pessimiste. Pour avoir participé à Toulouse, il y a quelques mois, à une table ronde sur un sujet assez proche, il y a quand même pas mal de courants en France et ailleurs qui disent que finalement cette idée de séparer la science de la décision, cette idée de séparer les champs du domaine scientifique de ce qui relève des domaines de société est une pure illusion ou une pure manipulation, et explique que les deux sont inséparables et qu'il est du devoir du chercheur de mêler la conclusion à sa recherche. Et ça, j'ai vu des tas d'écrits là-dessus, et donc des journalistes aussi sont tout à fait convaincus que ça n'a aucun sens d'expliquer les faits, parce que les faits ne sont pas neutres. Enfin, il y a toute une théorie autour de ça. Et ce discours-là, il est peut-être peu présent dans le monde de la communauté sceptique qui est ici, parce que on a appris un peu les faits, même si c'est pas toujours simple de séparer les faits des opinions et des valeurs. Mais pour certaines personnes, et très nombreuses, c'est théorisé. C'est-à-dire que le GIEC, je prends cet exemple, je vais en prendre d'autres, nous dit qu'il ne faut pas de nucléaire, je l'ai entendu, ou nous dit qu'il faut du nucléaire, ou le GIEC nous dit que, et je peux le décliner sur plein de choses. Et donc, et qui vont dire que si on sépare les deux, on trahit sa mission éthique de chercheur. Et donc, ce n'est pas qu'un problème de connaissance, de bonne éducation du public, des chercheurs et des journalistes. C'est aussi une vision, à un moment donné, de ce qu'est la méthode scientifique, de ce qu'est la science et de ce qui relève des champs des valeurs. Laurent. Non. Je rebondis là-dessus parce que
Je vais l'illustrer sur les ondes électromagnétiques pour montrer comment les choses peuvent être compliquées et parfois un peu perverses. Il y a une asymétrie de manière évidente entre les gens qui vous disent les ondes sont dangereuses et elles provoquent des cancers et il faut absolument, etc. Des scientifiques qui vont toujours dire jusqu'à là on n'a pas montré que, ou etc. Et donc le réflexe que peuvent avoir des tas de gens qui est de dire d'accord, jusqu'à là on n'a pas montré que, donc attends, cherchez encore. Et quand on prend finalement ce à quoi là encore une fois, je ne porte pas de jugement de responsabilité, mais ce à quoi sont conduits ou décident les agences sanitaires, c'est que vous prenez tous les rapports, y compris les rapports de l'ANSES sur les ondes électromagnétiques, se terminent toujours, jusqu'à là on n'a pas montré que, et il faut faire de nouvelles recherches. Et donc, on va financer des nouvelles recherches, et les nouvelles recherches, elles vont conclure, jusqu'à là on n'a pas montré que, et puis il y a toujours une recherche à un moment donné qui va montrer qu'il y a peut-être un petit quelque chose, etc. Donc, à un moment donné, la société est en attente de ça, à tort ou à raison, c'est que, donc, comme on a tellement focalisé pour des raisons médiatiques ou tout ce qu'on veut là-dessus, c'est que les gens, on cherche, en gros, on met un effort infini sur un risque qui devient quasi nul, effort qu'on ne met pas ailleurs. Mais donc, il y a aussi une responsabilité, quelque part, des scientifiques, enfin, pas une responsabilité, je dirais, c'est inhérent à la science de ne pas avoir des certitudes. Et finalement, les agences sanitaires, elles sont aussi le reflet des attentes de société et sont finalement contraintes d'aller faire sans cesse, je veux dire, des études et des études. Et on imagine mal, aujourd'hui, l'ANSES disant, bon, allez, ça suffit, on a fait le tour du sujet, on arrête et il n'y a rien. Où il n'y a pas grand-chose, ou s'il y a quelque chose, ça sera tellement infime qu'il y a d'autres priorités, et ça sera inacceptable socialement, parce que... Voilà. Il y avait monsieur... C'est la notion, on a fait de nombreux articles, de distinguer ce qui est le danger du risque. Après, c'est comme tout, on peut faire une définition très carrée, le danger, risque, expliqué. Bon, après, dès qu'on rentre dans les détails, c'est plus subtil. Mais enfin, il y a quand même des grandes catégories. Effectivement, les gens confondent danger et risque. Et à partir de là, comme la peur est un moyen très efficace dans la scène médiatique, c'est pour ça que, pour reprendre, rebondir ce que vous dites, la question je veux dire, des sources d'énergie perpétuelle et tout, la physique a tranché, mais ces sujets-là ne sont en général pas un enjeu de société. Ceux qui sont un enjeu de société, c'est aussi des sujets sur lesquels il est facile de véhiculer de la peur, à tort ou à raison. Je ne rejette pas tous les gens, je veux dire, j'aime pas le terme de lanceur d'alerte, parce qu'on va mettre dans le même sens des gens qui vont soulever avec de bonnes raisons des alertes. On en a parlé tout à l'heure ici sur le choléra en Haïti, sauf qu'il apporte des preuves, qui apporte des démonstrations dans des revues, des gens qui se servent de ce que j'appelle devoir d'alerte pour justement cultiver la peur. On pourrait en discuter. Mais effectivement, ces sujets qui sont sensibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains utilisent finalement cette humilité de la science comme un outil dans un combat idéologique, et ça, c'est problématique. Oui, mais encore une fois, si je voulais contrer cet argument, parce que dans la scène médiatique on le voit, on peut dire le tabac, mais je l'ai lu sur les ondes électromagnétiques, ce que vous dites, vous n'en savez rien, parce que dans 40 ans, ça touchera peut-être des millions de personnes qui auront un cancer et que c'est maintenant que... Donc, ce que je veux dire, c'est... Oui, voilà. Pour dire que c'est jamais aussi simple, c'est-à-dire que la peur est une arme médiatique dans les controverses et qu'elle joue sur une humilité de la science et le fait que la science s'aventurera toujours dès qu'elle voudra être trop affirmative. Simplement, c'est la question d'un risque négligeable. C'est pas acceptable par plein de gens. On prend une ou deux dernières questions et puis on s'en tient là, ou remarque. On est loin d'avoir couvert tout le sujet, mais bon. Personne veut rajouter de questions, de remarques? Franck, tu veux conclure? Non, je pense qu'on a déjà bien couvert le sujet et on ne peut pas y passer toute la nuit non plus. Voilà, de toute manière, il n'y a pas de choix. Oui. Bon, moi, j'adore les questions de dernière minute qui ouvrent une boîte de Pandore énorme. Non, mais elle est très intéressante et on ne l'a pas abordée. Et donc, je prétends vraiment pas le faire et je ne vais pas le faire. Il y a la question que tu poses sur effectivement comment communiquent les agences sanitaires. Tout un argument qui est venu aussi dessus. Sont-elles pas corrompues finalement et comment elles ont évolué? Pourquoi l'ANSES est complètement inaudible dans ce qu'elle dit sur le glyphosate? Elle se fait attaquer sur le fait qu'ils sont corrompus. Et pour autant, la corruption a existé. Il y a l'affaire du Mediator. Mais l'affaire du Mediator, elle serait intéressante à creuser. Comment elle est sortie, comment elle a été éprouvée. Voilà, donc c'est une boîte de Pandore. Donc on fera peut-être une autre session l'an prochain sur le sujet. Mais effectivement, tu as raison de mentionner ça. Et comme tout sujet qu'on prend sur les questions qu'on a abordées, dès qu'on ouvre, c'est jamais aussi simple. Mais il faut garder les boussoles qui sont importantes. Écoutez, merci. Merci aux panélistes.